Salut Jérôme, tu vas bien? Bonjour, ça va très bien. Je suis ravi de te recevoir. Bienvenue ici. Merci. Un peu cosy comme ambiance, comme tu le vois. Alors qu'on est en plein mois de juillet, donc c'est pas tout à fait l'ambiance chalet, mais il y a quand même une petite ambiance cosy. Ouais, très maison du monde. Ouais. C'est vrai, voilà. Tout est à l'achat d'ailleurs. On met les liens en description. Chaque meuble, vous avez un code promo qui n'existe pas. S'il vous plaise. Évidemment. Mais j'espère qu'il vous plaît, sinon on va essayer de tout changer. On achète rarement un truc qu'on n'aime pas après. C'est vrai. Écoute, Jérôme Commandeur, je suis ravi de te recevoir. Je vais avoir un peu de mal à te présenter tellement t'es multicasquette. C'est un terme quand même qui peut te définir. T'es connu pour faire rire quand même beaucoup de monde, à la fois en tant qu'acteur, réalisateur, on va en parler, imitateur, comédien. Quand tu croises des gens que tu ne connais pas, ce qui peut arriver peut-être, comment est-ce que tu décris ton métier? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Moi j'aime bien, on aura l'occasion peut-être d'en reparler, mais je suis pas très à l'aise avec le côté multicasquette dans le sens où je trouve que ça fait un peu arrosage automatique, quoi. Tu vois, je suis partout et comme un fil rouge entre. Et comme dit l'autre, et nul, 3 petits points et nulle part, quoi. Donc du coup, non, moi j'aime bien dire cinéma et one man. Je trouve que c'est déjà énorme d'occuper ces deux terrains, terrains occupés par des gens qui, quand ils font que ça, c'est déjà, une lourde. Je sais pas comment dire, charge. Donc du coup j'aime bien dire quand on me demande de me présenter cinéma one man, et je trouve ça super. C'est pas mal. Et en même temps, mais typiquement dans le cinéma, du coup j'ai pas utilisé le terme multicasquette, mais c'est vrai que t'as eu différents rôles et t'as encore non mais différents couteau rôles. Suisse, on dirait que le mec vient s'égare les camions, chatouille quoi, fait la régie, le midi, il te fait une choucroute de la mer. Après, voilà. Je suis pas aussi étendu que ça, quoi. Voilà. C'est ça que je veux dire. Il y a un métier qu'on découvre dans le film que tu viens présenter là, ce mois-ci, c'est l'accident de piano donc de Quentin Dupieux, pardon. Ce métier, c'est celui d'influenceur dans le film, et certains ont sûrement vu soit le film, soit à minima la bande-annonce. Adèle Exarchopoulos, c'est une star. Elle joue un rôle de Magali. Magali, c'est une star du web connue pour se filmer et poster sur les réseaux sociaux des vidéos d'elle en train de se blesser. Dedans, de ton côté, tu joues le rôle de son super assistant. Alors, je sais pas si c'est le bon terme. Là, en l'occurrence, t'as un peu touche à tout. Oui. Un côté multicasquette auprès d'elle. Ouais, pour le coup, oui, c'est les chauffeurs, assistants, managers, nounous, confidents. Après cette expérience, c'est chiant à gérer du coup un influenceur? Ah bah c'est compliqué parce que oui, elle est. Adèle compose un personnage hors norme qui a découvert toute petite qu'elle ne souffrait pas, elle ne ressent pas la douleur. Et du coup, avec l'évolution, ce métier qui s'est créé quoi, en 10 ans, en 10-15 ans, du coup, elle fait des partenariats avec des boîtes de machines à laver, des magasins de bricots, voilà. Et elle gagne un fric inimaginable. C'est vraiment en millions d'euros, quoi. Donc et on se réfugie au début du film dans un chalet. On sent qu'il y a un truc très louche, un peu limite avec les flics, quoi. On sent qu'on a fait un truc. Et Sandrine Kiberlin, qui joue une journaliste, va demander un portrait. Elle va dire, je vous appelle, j'aimerais bien que vous m'octroyiez un portrait, une longue interview. Nous, on veut dire non, c'est pas trop le moment. Et elle veut dire si, vous avez intérêt à me la donner, cette interview, parce que moi, je sais ce que vous faites là, je sais pourquoi vous êtes là. Voilà, et le film démarre comme ça. Et je pense souvent, moi, aux gens, pour répondre à ta question, je pense souvent aux gens qui sont autour des artistes, parce qu'on en parle peu, ou en tout cas, des artistes, on va dire, ceux qui sont dans la lumière. Ouais. Voilà. Et je pense souvent à des gens, même en politique, qui ont tout sacrifié pour leur ministre, leur député, leur patron qui peut être un industriel. Et j'adore cette idée des gens qui sont un peu derrière, qui sont pas forcément sous la lumière, mais qui voient tout, qui savent tout, qui encaissent tout. Les crises de nerfs, à qui on dit pas forcément merci, parce que c'est normal entre guillemets, qu'ils soient là. Et je trouve que c'est tout un monde qui est hyper intéressant à raconter. Ouais. Parce que c'est des gens qui sont souvent dans la confidence et qui ont pas l'avantage de la lumière, je sais pas si c'est la bonne façon de le dire, mais qui ont typiquement qui vont subir beaucoup de choses à la charge de stress associée, etc., sans forcément le... Ouais, les vies de famille sont très difficiles, et en même temps, c'est normal qu'à un moment, alors c'est pas l'objet du film, mais là j'extrapole, mais qu'à un moment on se dise, et moi là-dedans, je suis où, je fais quoi, elle est où ma vie de famille, ma vie sentimentale, et ouais, c'est un sujet, je trouve, très
Très intéressant à traiter, ouais. Le métier d'influenceur, c'est pas un métier que tu aurais pu ou voulu faire? Mais moi, je reprends un peu ce que j'ai entendu Quentin Dupieux dire pendant la promo, que c'était surtout pas une charge contre eux, que d'abord, je sais pas, moi, ce que j'aurais fait à 20 ans aujourd'hui pour démarrer. Moi, j'avais fait Graines de Star, c'est un peu l'équivalent de Incroyable Talent. Donc, ça veut dire que je suis bien allé dans une émission pour essayer de me faire connaître. Donc, je veux dire, peut-être que j'aurais fait une télé-réalité, j'aime bien dire d'enfermement, parce que je trouve qu'il y a un côté psychiatrique. Et j'adore, pardon, je fais nommer, quand les professionnels des médias, ils donnent des interviews. Alors, notre prochaine télé-réalité d'enfermement, et je me dis, mais waouh, est-ce qu'ils voient le background de ce mot qui est dingue, quoi. Donc, peut-être que j'aurais fait une télé-réalité d'enfermement. Je sais pas, ou un The Voice, ou tu fais avec les outils de ton époque. Donc je trouve que c'est... Moi, souvent, quand j'entendais mes parents et leurs amis à table qui avaient mon âge, qui avaient la cinquantaine, ouais, la génération d'aujourd'hui, ils font ça, ça, ça et ça. Ça va, attends, toi t'étais gamin, t'avais 15 ans et t'écoutais L'école est finie avec tes couettes et je me blâme pas du tout, mais je veux dire, bien sûr. voilà, chaque génération a son truc aussi. Et... exactement. Donc c'est un truc aussi dans le film quand elle doit décrire ce qu'elle fait. Donc Magali, donc, qui est jouée par Adèle, donc, qui est donc l'influenceuse, elle dit je suis artiste parce que mon métier consiste à faire quelque chose qui ne demande aucun effort. Est-ce que c'est ça pour toi la définition d'un artiste ou d'un métier artistique? Non, alors peut-être non, aucun effort. Non, c'est exagéré. Peut-être effectivement il y a une forme de don. C'est toujours le grand débat entre l'inné, l'acquis, le talent, le travail. Donc c'est en ça que je pourrais aller à 10% d'accord avec ce qu'elle dit. Mais moi, mes journées de 8h le matin jusqu'à 22h, elles sont dédiées à mon boulot. Donc non, aucun effort. Ça a été peut-être, plus maintenant d'ailleurs, ça a été peut-être, j'allais dire, comment on appelle ça, une idée reçue. Il y a 10-15 ans, où il y avait ce truc de je vais devenir connu et les portes s'ouvriront et tout. Mais finalement, c'est intéressant de voir comment ça s'est naturellement réorganisé et où finalement, des gens peuvent avoir des millions de followers et en même temps faire de la promo à Dubaï pour du dentifrice au charbon, quoi. Donc, non, mais ça s'est réorganisé bien naturellement. Mais avec tout le respect que j'ai pour eux, j'appellerais pas ça un artiste. Un métier artistique. Un métier artistique. Après, je vois pas pourquoi tout serait métier artistique. Non, un sculpteur, un chanteur, un auteur, un scénariste, un humoriste, voilà, ce sont des métiers artistiques. Et il y a question effectivement de l'effort, toi, de ton côté et dans ton métier. Alors, je pense notamment au côté spectacle et au côté sur scène qui, je pense, est peut-être la chose la plus impressionnante d'un point de vue extérieur pour quelqu'un qui n'est pas de ce milieu-là. Tu te dis, mais prendre le risque de se prendre des bides, de louper quelque chose devant autant de gens qui sont face à toi. Et parfois, c'est beaucoup de gens et parfois, c'est très peu de gens, mais j'imagine que c'est peut-être tout aussi intimidant. Comment est-ce que toi, tu as appréhendé ces premières scènes et ces premiers sauts dans le vide? Ça me rappelle un copain qui me disait j'ai toujours pas écrit mon livre, il faut que j'écrive mon livre. Et on lui disait non, si tu avais eu à le faire, tu l'aurais fait. Et moi, c'était mon moyen d'expression. Et je vous jure que c'est pas, ça paraît un peu démago, mais j'étais très bien dans des salles de 30 places. C'est-à-dire que je travaillais mon truc, je me disais, ouais, il y en a 15 qui ont rigolé là, il y en a 8 qui se sont tués. Parce que là pour le coup, tu peux vraiment scanner. Ouais, là, vraiment, le sondage est vite fait. Le sondage est très vite fait et à l'oreille, tu l'entends très vite. Je dis pas que j'y retournerai avec plaisir, mais je n'avais pas le choix. Voilà, c'est ça. C'était, et je me souviens très bien, c'était il y a une vingtaine d'années, je repartais sur mon scoot et je rentrais chez moi, mais vraiment en 4e vitesse. Je réouvrais mon ordi parce que je voulais pas perdre la mémoire de la date, de ce qui venait de se passer. Et je disais ça, regarde, ça tu vas le mettre là. Là, ils ont ri là. Là, putain, là, t'as une promesse, t'as une possibilité, vas-y, tire, parce que tu t'es passé trop vite sur le sujet et t'as soulevé un gros truc chez eux. Et c'est
vraiment parmi les meilleures années de ma vie, quoi. Donc ma réponse c'est que j'avais pas le choix. C'était face à moi et je pouvais pas faire autre chose. Mais c'est quoi? C'est que du coup, il y avait un besoin de... Enfin, parce qu'il y a un côté défi, encore une fois, qui peut être intimidant pour plein de gens. Donc, encore une fois, d'un regard extérieur, tu peux te dire, mais qui peut aimer enfin, tu vois, c'est comme ceux que tu regardes faire du skate et qui se vautrent 10 fois d'affilée. Oui. Et tu te dis, mais relou, hein, quand même. Il y a peut-être d'autres choses un peu plus sympas à faire, quoi. Relou, quand même. Ah, je suis jeune, écoutez. Non, mais je sais pas. Tu vois, on dirait la maman, tu sais, qui a préparé sa saillie, tu sais. Relou, quand même, Lucas. Non, mais je sais pas. Comment est-ce que tu le... Oui, te dire que c'est maso, c'est toujours la fameuse phrase que tout le monde a pensé. Ouais. C'est le fameux « qu'est-ce que je fous là ?» C'est-à-dire qu'il y a un moment, ça peut être avant une première à l'Olympia ou une première en café-théâtre, parce que tu remontes sur scène et que tu viens roder de nouveau roder un nouveau spectacle, je vais y arriver. Le fameux truc « qu'est-ce que je fous là ?» quoi. Mais on s'est tous posé la question. À un moment, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est le bon chemin? Et oui, il y a quelque chose de profondément maso. T'as déjà eu des scènes, au début du coup, de bide complet, où vraiment il y a rien ou quasi rien qui passe, ou alors il y a peu de gens ou personne ou... Oui, c'est ça. Voilà. Okay. Non, j'ai eu pire, j'ai eu zéro. Zéro personne? Zéro personne. Alors, là, zéro personne. Le sondage est vite fait aussi, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un monde d'options qui s'ouvre à toi, mais il n'y en a aucune qui contient du spectateur. Bon, ok, alors, le public, on l'oublie, il n'est pas là. En plus, il faut raconter, parce qu'on pense que zéro, c'est un truc qui peut arriver souvent, mais ça n'arrive jamais, parce qu'il y a toujours, bizarrement d'ailleurs, c'est même un truc étrange, tu as toujours 3-4 personnes. Tu ne joues jamais devant personne. Et moi, c'était un petit café-théâtre rue Pradier au but de Chaumont, à Paris. Et vraiment... et je me souviens des copains qui sont arrivés. Et ils m'ont dit, mais... il n'y a que nous? Je dis ouais, problème de billetterie, là, ça a sauté. Ça a sauté dans la presse. Ticketmaster a fait une dinguerie. Là, je suis 100 dessous. Je vais leur tomber dessus à ces connards. Et la grève en plus, en parallèle, le même jour. La neige, mais on est fin juillet. Ouais. Attends, commence pas, parce que si toi aussi tu t'y mets. Donc bref, donc j'ai maquillé le truc un peu genre ça. Et on est parti dans un petit resto à côté dîner. Mais tu vois, même, c'est marrant parce que je me remémore tout ça, ça m'a pas impacté. Comme je suis pas du tout rentré chez moi. C'est fini, je peux pas faire ça. Pas du tout. Ok, oui, ce soir, il y a 0. Mais alors, c'est pas un problème. C'est fou. Demain, il y aura 2 et après-demain, il y aura 4. Et ce qui est encore plus dur, c'est pas le 0, parce que le 0, c'est un truc que tu racontes des années après qui fait le pas de public. Ça, c'est une anecdote un peu dingo à imaginer. À imaginer, voilà. Dingo aussi, ça me place bien dans les 50 ans. Bref. Mais ce qui est beaucoup plus chiant, et dont on parle jamais, c'est le côté en montagne russe du public. C'est-à-dire qu'on pense toujours dans comment dire, l'image d'Épinal du spectacle qui marche. Mardi, on était 15, mercredi 30. Pas du tout. Tu peux être dans les toutes petites salles, je parle. Tu peux être 9, 38, donc tu vas penser que ça prend, et le lendemain 14. Et le 4e jour, 47. Et ça peut durer 1 an, 2 ans. Et pour certains, ça dure toute une vie. Et tu ne sauras jamais le maîtriser. Et c'est là, en fait, où les choses deviennent intéressantes. Parce que c'est là où il faut commencer à vraiment aller chercher en soi de l'endurance et de l'engagement. Parce que c'est ça qui rend fou. C'est pas 0-0, tu joues pas, c'est pas grave. Mais de dire... ou alors, autre truc, tu cartonnes pendant 3 semaines... Et ça s'écroule littéralement et tu ne sais pas pourquoi. Tu n'as aucune explication. Oui, donc il faut arriver à se détacher de la validation purement par les chiffres ou par Sinon, c'est un ascenseur émotionnel qui est sans fin, quoi. Qui est sans fin et qui en a rendu fou certains, oui, parce que c'est invivable. Et cette pression-là ou cette dimension-là dont tu as réussi à détacher sur le côté spectacle,
quand on parle de film, c'est même genre de sensation de montagne russe ou c'est autre chose que tu... Bah d'abord, c'est un moment, alors que quand tu joues en café-théâtre et que t'es gamin, que t'as 25 piges et que tu veux... ça peut durer une vie. Enfin, il y en a, c'est 20 ans, 25 ans, allez, 3-4 ans, et puis après, tu décides de faire autre chose parce que tu trouves ça trop dur. Enfin, parenthèse, quoi qu'avec les comédie clubs, comme maintenant, on vient voir des plateaux, t'as moins ce souci. Les gens viennent se faire une série d'humoristes. Oui. Donc, ce que je trouve être très bien pour tester, mais en même temps, on peut tourner les choses dans tous les sens. Un one-man, c'est 1 heure et 30-40 personnes qui sont venues pour toi. Ouais. C'est pas 5 minutes et des gens qui viennent voir un peu tout le monde. C'est très bien pour se tester, évidemment, mais au bout d'un moment, il faut passer le cap et c'est là où c'est un autre défi. Ouais. Et l'étape d'après, moi j'ai vécu tout ça, c'est à Dijon, à Clermont-Ferrand, à Nice. Tiens, ce soir, il y a Jérôme, Thibaut, Marie qui passent chez nous et on a envie d'aller les voir. Et là, c'est encore l'étape d'après. Mais c'est de passer le périph', comme on dit à Paris. Et c'est fondamental dans une carrière. Et c'est le genre de choses où, toi, de ton côté, tu as eu ce côté, mais ça marche pas à partir de tel moment où tu vois, je me laisse X années pour essayer et sinon je ferai autre chose, ou tu t'es jamais posé de questions et... Je me la pose, mais plutôt, comment dire, à posteriori. Okay. C'est-à-dire que je me dis, qu'est-ce que tu aurais fait si effectivement, au bout de 3, 4, 5, 6 ans, et en même temps, je crois que j'ai un peu la réponse, c'est que j'aurais continué, parce qu'il n'y a rien à faire, et que même dans une salle de, peut-être pas de 15, mais de 50, 60, quand le spectacle est réussi, et qu'il se lève pour t'applaudir à la fin, malgré tout, tu te dis, ma vie, elle est là, quoi. Elle n'est pas ailleurs. Et tu le trouves quand même, quoi. Là, sur le film dont on parle ici, donc c'est L'accident de piano par Quentin Dupieux. C'est un réalisateur qui est connu pour faire des films relativement courts, avec des scénarios qui sont très originaux, avec une dimension souvent quand même assez absurde. Ça peut être assez particulier pour le grand public qui n'a pas forcément l'habitude de ce genre de film, même si là, Quentin Dupieux, il est connu pour ça, il est reconnu pour ça aujourd'hui, donc c'est quand même différent. Mais de ton côté... qu'est-ce qui te fait dire oui à un rôle? Alors, c'est une question très large, mais surtout sur ce genre de films qui sortent un peu, on va dire, de l'ordinaire ou des films auxquels on peut s'attendre. Est-ce que tu appréhendes avant d'aller sur un film comme celui-là? Non, en fait, moi, j'y vais en courant parce que le réal est... D'abord, il est extrêmement drôle. Moi, j'ai passé mon temps à rire, à dire des conneries. Donc, déjà, tu y vas pour la personnalité du réalisateur. Le scénario, je trouvais que ce thriller sous la neige était vraiment... moi, j'avais jamais fait. Ouais. Et j'allais dire peut-être la première raison, c'est que je savais qu'il allait me faire d'autres choses et m'utiliser autrement. Et en fait, tu ne demandes que ça. Tu ne demandes que quelqu'un... Alors, c'est là aussi, tu peux attendre une vie, mais que quelqu'un te prenne par la main et te dise tiens, je vais te mettre à cet endroit-là, j'ai pensé à un truc pour toi, et tu vas faire des choses que tu n'as jamais faites. Et c'est en ça que je trouve qu'il en faudrait d'autres, non pas des comme lui, parce que lui existe déjà, mais qui est cette dinguerie, quoi. Quelque chose de différent. Oui, parce que j'imagine c'est dur de... Une fois que tu es connu pour quelque chose, quel que soit d'ailleurs le domaine, d'arriver à prouver que tu es capable de faire autre chose. Oui, oui, mais alors j'y pense souvent à ce que tu dis. T'as entièrement raison. Et en même temps, je me dis que nos vies ne sont faites que de regards vers l'étape d'après. Je veux dire, t'es en couple avec ta copine, ton copain, il y a un budget, il est petit, surtout pour se loger à Paris, c'est l'enfer. Et tu regardes, tu dis putain, mais si la banque m'avait filé 50 000 de plus, putain, on pouvait avoir une pièce en plus et tout. Et en fait, on fait ça toute sa vie. Donc moi, aujourd'hui, effectivement, je me dis, tiens, mon étape d'après... Qu'est-ce que je peux faire voilà, c'est chez qui je pourrais aller, qui pourrait, comme Quentin, m'utiliser... J'aime pas le mot contre-emploi parce que ça fait coup de braquet, c'est un peu brusque. Ouais. Mais multicasquette. Évoluer, oui, c'est ça. Évoluer, quoi. Ouais, voilà. Sur d'autres choses. Et toi, tu as une idée du coup de l'évolution aujourd'hui que tu veux prendre ou des chemins que tu veux aller?
Oui, bah, elle passe par des projets sortants parce que maintenant j'ai la chance de pouvoir les initier un peu. Donc oui, bien sûr, j'ai des idées de films, de séries. Oui, bah pareil, aller chercher d'autres gens. Là, j'ai fait une série de sketchs pour Canal+, et j'avais très envie de faire quelque chose avec Marina Foïs, Karine Viard, je sais pas, Pio Marmaille. J'en rêvais. Et puis il y en a d'autres avec qui j'avais déjà travaillé, comme François Damiens. Enfin, mais voilà, c'est plus d'aller chercher des gens où tu te dis, bah, j'ai jamais encore rien fait avec eux, et s'ils l'acceptent, parce qu'il faut qu'ils l'acceptent, je serais ravi de faire un truc avec eux. Question toute conne, mais je pense que certains qui ne sont pas dans ce domaine-là peuvent se la poser. Est-ce qu'on passe encore des castings à ton niveau et quand tu as déjà fait autant de films Est-ce qu'il y a une diff entre les castings qu'on fait quand on est déjà un acteur reconnu et les castings qu'on fait quand on débute? À quoi ça ressemble? Non, mais alors you're fishing for compliments, comment dire? Pourquoi? Non, mais la question n'est pas parce que c'est une question que j'entends souvent chez les agents, les directeurs de casting, etc. La fameuse. Alors je sais pas si c'est le cas parce que évidemment je n'y suis pas et je l'ai jamais expérimenté. Mais on te dit toujours, Julia Roberts, elle est dans une salle avec 30 filles et elle attend patiemment. Bon, je veux bien à la photo de Meryl Streep au milieu de 50 filles pour un rôle. J'y crois pas trop. Mais je pense qu'on idéalise aussi un peu ce qui se passe là-bas. Mais c'est vrai que chez nous, le casting, c'est un truc qui disparaît au niveau après un certain... quand tu as fait des rôles, on va dire, plus ou moins importants. Moi, c'est pas l'idée de me retrouver, effectivement, et c'est quoi votre nom, et qu'est-ce que vous avez fait, vous avez une bande démo, non. Puis en général, les directeurs de casting ou les producteurs voient à peu près qui t'es ou se renseignent. Donc c'est pas tant ça. En revanche, le fait qu'un réalisateur te dise, bah viens, moi je trouve ça tout à fait naturel, de dire viens, je vais te prendre un quart d'heure. Et enfin le temps qu'il faut, je veux dire, et tu vas lire, on peut faire une lecture à table et voir si tu sens le rôle, si moi je sens le rôle. Moi, ça me paraît tout à fait naturel. C'est quelque chose qui est... Oui, il y a quand même une question de validation, on va dire, entre... Mais oui. Et puis même toi, tu peux ne pas sentir le truc, accrocher, ou finalement le jouer devant la personne un peu à plat et te rendre compte que c'est pas pour toi. Enfin, voilà. J'aime beaucoup les films de Dupieux. Tu as quand même un style et une patte qui lui est propre. J'ai entendu qu'il y avait finalement très peu d'impro dans ces films. Est-ce que c'est le cas? Il y a peu d'impro dans un film de Quentin Dupieux? Oui, mais là aussi, moi, je trouve ça très bien parce que, je sais plus l'expression, mais rire au tournage, pleurer au montage. Ok. Mariage plus vieux, mariage heureux. Dans le sens, moi, ça m'est arrivé 30 fois d'avoir un fou rire avec une équipe et parce qu'on a une cohésion, ça marche bien, il y a une private joke ou un truc qui... Voilà, pour moi, c'est comme un dîner entre copains. Ouais. Mais quand tu dis, putain, attends, on a eu un fou rire l'autre jour, attends, je te raconte, machin, il a dit ça, l'autre, il a répondu ça, et puis la personne te regarde toujours avec des yeux ronds en disant, je comprends. Ouais, bah, j'aurais dû y être parce que je comprends rien. C'est comme raconter un rêve. Oui. Personne te réveiller, le rêve, tout le monde s'en fout. Quoi, tout le monde s'en fout et personne ne comprend. Et là, c'est pareil, les impros et de dire, t'es en roue libre, d'abord, t'es jamais en roue libre sur un tournage. J'ai pas de souvenir de ça. Et lui dit, non, moi, j'ai passé du temps sur ce mot. Si tu veux, tu fais autre chose et puis on le prendra. Mais a priori, ce truc-là, regarde, tu viens de là, parce qu'en fait, comme on tourne pas dans l'ordre, c'est toujours tu viens de là et tu vas faire ça. Et c'est quoi mon état d'esprit aujourd'hui? C'est un peu ça quand mon état d'esprit, l'état d'esprit du personnage. Du personnage à ce moment-là. Voilà, à ce moment-là. Donc non, il n'y a pas de raison de dire sous prétexte qu'on vient de la comédie. Allez, j'ouvre ma caméra et puis tu me fais 20 minutes de ce que tu veux. Ce serait même ridicule. Parce que t'as fait d'autres films où t'avais quand même cette place à l'impro. En général, non, c'est une sorte de fantasme du... Oui. Oui, moi ça peut arriver qu'il y ait des choses qui sortent du dialogue et qui gardent, mais en général, ça reste des choses écrites, quoi. Ouais, il y a des gens qui disent, mais quand vous jouez des films, c'est écrit. Merci à tous les scénaristes de France pour ça. Voilà. On vous embrasse. Oui, madame, c'est écrit. J'avoue, c'est quand même... c'est des questions qu'on peut se poser, écoute, pourquoi pas. Dans tes autres, je dirais pas casquettes du coup, mais les autres choses que tu as eu l'occasion de faire et pour lequel t'es connu et t'es bon, et on parlait de la série que tu as fait sur Canal aussi, il y a tout le côté imitation, évidemment, sur lequel t'es très bon.
comment est-ce que déjà ça s'est venu de ton côté? Est-ce que c'était un truc depuis tout petit où t'es en mode j'aime bien imiter? Mais en Comment fait, ça s'est c'est fait? pas ça. Enfin, je trouve qu'on n'est pas très loin. Enfin, on est même d'ailleurs. Pour moi, c'est comédien plus voix, Ouais. quoi. Ouais, C'est-à-dire ok, que- ouais. Avec une personnalité connue que tu reproduis. Oui, mais ouais. j'ai la même. Je sais pas comment je pourrais expliquer. J'ai la même. C'est la même démarche que pour moi de faire une. J'avais un sketch il y a très longtemps quand j'ai démarré. C'était une petite secrétaire du conseil général. Et pour moi, c'est comme faire les Balkany avec Audrey Lamy dans ma série. C'est c'est le même travail, sauf que évidemment, il y en a qui sont plus connus que d'autres, mais c'est pas la justesse de la voix, pour être très honnête. D'ailleurs, il y a des potes qui m'épargnent pas et ils ont raison. Ils me disent, dis donc là, c'est machin comme t'interprètes machin comme ma tante, quoi. Mais donc c'est quoi la diff parce qu'il y a quand même une diff entre imiter quelqu'un dans le cadre d'un biopic, d'un Non, film, pardon. et Non, pardon, je me permets de te couper. En fait, c'est parce que je pensais au Balkany, à Bettencourt. Je saurais pas faire Emmanuel Macron. Les gens qui sont trop là, trop médiatiques, trop. J'aime bien quand la dimension personnage du truc, c'est-à-dire. Je me souviens, c'était il y a déjà longtemps, mais sur Europe 1, j'y ai passé 8 ans, que j'ai adoré ces années-là, et il y avait toujours Geneviève de Fontenay qui revenait dès qu'il y avait une canicule. Il y avait Geneviève de Fontenay, l'ancienne patronne des Miss. Et j'adorais l'imaginer dans son appart avec la clim, le gars de Free qui vient, mais on lui demande de réparer la clim parce que, bah tenez, je vais vous donner un petit bifton et puis vous allez me réparer la clim. Et puis, en fait, c'est qu'est-ce qui se passe chez les gens, quoi. C'est un peu ça l'idée, c'est ça qui me motive. Mais c'est pas de me dire. je vais reproduire la voix ouais. à perfection de Je m'en ouais. fiche, ça. Ouais. C'est pas le truc qui t'intéresse. Au fil des années, et on l'a dit avec tout ce que tu as pu faire, alors je vais essayer de formuler la question pour que ça fasse pas vraiment la question bateau de. Est-ce que. Qu'est-ce que t'as le plus aimé? Non, mais en fait, je me pose toujours la question de l'évolution de l'humour. Oui, une question combinée? Non. Alors, là t'es plus. Croque ou panini? Chouquette ou pain au raisin? Oh, bah, au milieu d'une interview comme ça. Je pensais pas qu'on allait aborder les questions de fond aussi vite, mais bah, je dirais chouquette. Ah, intéressant. Et tu manges le petit sucre sur les chouquettes? Oui, ça peut m'arriver. Oui. Sinon, est-ce que tu es déçu quand il y en a pas? Oui, c'est vrai. Aussi, pareil. C'est vrai, j'y avais pas pensé, mais quand il y a pas de petit sucre sur les chouquettes, je suis un peu déçu. non, je dis ça. En plus, j'y suis allé 150 fois et j'y ai répondu. Non, en plus, on dit ça, mais moi j'ai quand même un format de oui/non à la fin qui est pas beaucoup plus intelligent. Il est sympa, Brad Pitt. C'est pour ça que j'essaie de compenser avant, et à la fin, tu vois, on relâche un peu le. Oasis ou Blur? Je sais pas, j'ai pas pensé. J'avoue, j'ai pas pensé. Non, je me pose une question sur l'évolution de l'humour. Il y a toujours ce truc de ça c'est l'humour de daron ou ça c'est l'humour de jeune. Et oui. Est-ce que toi t'as senti quelque chose au fil des années? Alors t'as pas connu des décennies non plus, mais non. Est-ce que là sur les 100 dernières années t'as senti? Je sais pas d'où tu me dates, mais j'aimerais bien voir où est-ce que tu me vois démarrer. Tu me vois démarrer sous De Gaulle ou sous Hollande? Tu vois ce que je veux dire? J'ai connu quelques présidents, tu vois. Non, mais... Bah, tu sais, quand je démarre en 62... non, mai 68, t'as senti une libération de la parole. Tu veux dire, moi, oui. Non, mais... mai 68, t'es où? Alors, voilà. Tu fais des blagues déjà? Il y a du monde à l'époque. Non, tu veux dire, moi, quand je regarde les autres, en fait, je sais, oui, pour quand tu l'évolution regardes les autres, et même en général, je sais pas si c'est le côté, moi, que je vois, le côté YouTube, créateur de contenu, qui amène peut-être quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est juste l'humour qui évolue? Est-ce que c'est juste écouter, je sais pas, mes parents ou les amis de mes parents et me dire, putain, ils ont pas le même humour que moi? Je sais pas. Non, ça c'est très vrai. Enfin, okay. Ça c'est d'ailleurs c'est très dur parce que autant tu peux revoir les Visiteurs, les Bronzés, la Grande Vadrouille, et on pourrait en mettre. Bah justement, c'est le propos. La Chèvre, Pierre Richard Depardieu. Tu peux en mettre. Je pense qu'on peut en aligner peut-être 50 sur la table qui n'ont pas vieilli, qui ne vieilliront jamais. Alors évidemment, tu reconnais les bagnoles de l'époque et les fringues, mais qui sont totalement intemporelles. C'est beaucoup plus dur pour
pour les humoristes, c'est parce que je pense qu'on est là pour capter quelque chose, un peu comme en musique d'ailleurs, où tu as... je crois que c'est Dave qui avait une théorie qui disait que c'est 7 ans. Il y a 7 ans où le chanteur, il capte vraiment son époque, et puis après, il vit sur ses acquis, il fait d'autres albums, etc. Et je trouvais ça un peu rude, parce que je me dis, je vois pas comment... Et en fait, c'est assez vrai. Il y a un moment où tu es en phase, et après, tu te déplaces et tu vis, comme tu dis, l'humour des darons, tu vis sur tes acquis avec ton public qui te suit. Mais oui, en ça, on est peut-être plus proche de la musique que du cinéma qui est plus intemporel. Et en même temps, c'est vrai que dans la musique, tu as une forme de dimension de cycle, avec des styles qui partent, qui reviennent, et mais comme dans la mode, comme dans plein de choses. Est-ce qu'il y a pareil ce qu'on a vu pour les années 80, c'est-à-dire ouais. qu'on a laissé passer 20-25 ans, et d'un coup, il y a 10 ans, ça redevenait cool d'aller écouter début de soirée. Ouais. Est-ce qu'il y a est-ce que sur l'humour, t'as des... Moi, je vois typiquement que chez les créateurs de contenu, que ce soit des streamers ou des youtubeurs, t'as un retour là, en ce moment du côté un peu plus humour, je sais pas si humour noir ou un peu sur de l'absurde, un peu certaines choses qu'on n'avait pas vues sur YouTube depuis quelques temps et qui reviennent un peu. Est-ce que sur de l'humour aussi, t'as des cycles de... un peu dur à... Non, ouais, c'est dur à analyser. Si, ce que je me dis, c'est que je vois des gens qui ont beaucoup de succès sur les réseaux et maintenant ça se permute carrément en zénith. Enfin, oui, c'est ça, ça se transforme en zénith. Ça, c'est nouveau. C'est vraiment un truc nouveau de démarrer tout de suite, de faire des tournées de grosses salles, alors qu'avant il y avait quand même ce truc de même si tu avais ta communauté, elle venait te voir, et puis après tu faisais pendant quelques années des salles de 500, de 800, donc ça c'est assez nouveau. Mais oui, sur les cycles, je pense que les portraits de bourgeoises de Lison Daniel, je pense, s'inspirent inconsciemment peut-être de ce que faisait Valérie Lemercier, qui faisait des portraits de bourgeoises incroyables il y a 30 ans quand elle a démarré, et encore avant Sylvie Joly. Donc, et même nous, on le disait, on en parle avant de commencer. Tu t'inspires toujours de quelqu'un. Bah ouais, et nous-mêmes, le format là de discussion ici, tu disais tout à l'heure, c'est un côté radio qu'on retrouvait à l'époque. Et... Je me souviens, moi, je voyais, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Ça devait être une espèce de captation ou un plateau que j'ai vu la nuit, parce que j'ai du mal à dormir. Alors j'aime bien regarder les humoristes et pour qualifier un mec ou une nana d'un peu fort, il disait 1 mètre, et puis il savait pas, puis il disait cube. Parce que tu penses 1m50, 1m60 et cube. Et je me dis, mais putain, mais cette vanne, ça fait 40 ans que je la connais. Hein. Il faisait 1 mètre cube. Et moi, je l'ai faite. Quand j'avais 25 piges, et je dis putain, celle-là je vais la noter, elle est géniale, mais en fait elle a été faite, et le gamin, je voyais ses yeux brillaient parce qu'il disait putain, celle-là elle est quand même, elle claque, non, et dans 25 ans il y a quelqu'un qui dira 1 mètre cube. T'as peur que l'IA un jour soit meilleure que des humoristes en écriture? C'est bizarre parce que je trouve là, alors je pense que j'y connais rien, mais je pense que c'est lié à la matière qu'elle ingère. Il n'y a que ça comme explication, mais elle devient de plus en plus subtile. C'est-à-dire que oui, je vois ton idée, mais c'est pas exactement ça le terme. Attends, je vais te trouver un autre terme qui va te permettre d'aboutir à ta recherche. Je fais attends, oui, déjà me tutoie pas. Donc redescends un peu là. Il y a 3-4 ans, je t'aurais dit non. Et moi, je me suis amusé à lui demander, de dire tiens, tu pourrais me faire un texte à la Jérôme Commandeur pour voir qu'est-ce qui sort. C'était pas mal. C'était pas mal du tout. Est-ce qu'il te sortait des choses parce que c'est là aussi, c'est pour ça que je pensais à ça, c'est que tu parlais des blagues qui revenaient. Une IA, en l'occurrence, elle se base sur ce qu'elle connaît, donc sur la connaissance humaine, et donc notamment elle peut te scanner en 5 secondes tous les sketchs sur un sujet des 50 dernières années et te faire la transcription et donc te ressortir les vannes, et donc essayer de te faire un truc à partir de là. Je sais plus quelle était ma question. Non, est-ce que du coup, est-ce qu'un jour ça viendra Alors, j'en sais rien. Je sais qu'il y a des logiciels maintenant dans les productions et chez les distributeurs, les supports comme Netflix, Amazon, Disney, qui détectent la part d'IA dans le. Alors, je sais pas si c'est le cas en France, mais je sais que ça existe. Je pense que le public
à terme, le sentira. C'est-à-dire que quand tu as un truc un peu trop... moi, je me souviens, il y avait... l'IA d'il y a 15 ans, c'était aller... 20 ans même, c'était aller dans des comédie clubs ou des vidéoclubs, un peu plus, 25 ans. Et ça m'est arrivé, je dirais pas avec qui, mais et pas de gens qu'on a pu mêler à ce sujet, donc c'est impossible à trouver. Mais je les voyais en café-théâtre, et je me disais, non, il a 2-3 ans d'expérience, là il me fait un sketch, mais ça me dit un truc, d'une propreté, je connaissais pas le sketch, mais je voyais bien que c'était pas le contenu qu'il devait me proposer à cet endroit-là avec 2 ans de carrière. Ouais. Et je pense que l'IA, c'est pareil. C'est-à-dire que, oui, il va peut-être te pisser en 30 secondes, je sais pas 20 pages, mais 10 pages. Mais à un moment, quand tu es sur une névrose hyper précise et que les gens ont compris où tu es, et que tu creuses, et que tu descends un truc très intime, à la fois violent, foutraque, décalé, et que c'est vraiment ce qui fait le cœur de ton one-man, ça, l'IA, elle pourra jamais le faire. Non, et je pense que surtout, du coup, vu que l'IA amène, et c'est aussi un des risques qui est soulevé, à une forme d'uniformisation des choses, parce que en fait, ça se base sur des connaissances déjà établies, et si tout, il y a un côté un peu, voilà, je pense que ça incite d'autant plus à créer des choses qui sortent complètement du cadre, ou qui sortent du oui, et en plus, comme elle n'est qu'exhaustive, parce qu'elle prend la totalité... Moi, il se trouve qu'il y a des centaines, je pense même des milliers de chroniques que j'ai faites à la radio, à Europe 1, qui sont encore. Et du coup, l'autre jour, j'ai dit, tiens, j'écrivais mon film, et pour m'amuser, j'ai demandé à ChatGPT, j'ai dit, tiens, qu'est-ce que tu penses de Jérôme Commandeur pour tel rôle ? Et il m'a dit non, pas terrible, parce qu'il le ferait de manière trop parodique ou trop, je sais plus, il y avait un mot... Bon, alors j'étais vexé, et j'ai dit bon, ok. Tu l'as insulté ? Je l'ai insulté, et après j'ai compris. Je me suis dit, ben oui, parce qu'en fait, si dans tout ce que j'ai fait, il prend 2000, enfin peut-être pas, mais 1000 chroniques, où j'ai que des voix bizarres, je fais que des cris et des machins et des trucs. Hein. Évidemment que pour jouer un rôle au cinéma, donc l'exhaustif, d'avoir la matière exhaustive comme base de données, n'est pas forcément... Si c'est l'IA qui devait choisir la suite de ta carrière, bah, tu n'aurais pas fait les pas de côté ou les choses que tu veux faire les prochaines étapes. Quoi. Ça t'aurait proposé quelque chose de très actuel. Dans le film de Quentin Dupieux, ce sera peut-être ma dernière question avant notre fameux oui-non. Il faut quand même des questions un peu plus légères, parce que là, c'était trop profond comme interview. Il y a dans ce film-là... le oui, c'est pas... C'est pas un ni oui ni non. C'est pas un ni oui ni non, c'est ça. C'est un oui-non. C'est un oui-non, c'est-à-dire que... Tu t'es dit, le ni oui ni non. C'est bon, c'est trop facile. On connaît. Moi, oui/non. Exactement. D'accord. Ouais, exactement. Et je dois répondre oui ou non. Ou passer si vraiment la question est insurmontable. Ça, c'est ta petite nouveauté à toi. Ouais, c'est mon petit joker. J'innove un peu. Tu t'es dit, voilà, c'est le twist. C'est le twist qui fait que les gens apprécient d'ailleurs. C'est vraiment le truc qui fait que les gens adorent. Les gens t'en parlent quand ils te croisent du oui/non ? Franchement, mais le pire, c'est que. Alors, ils m'en parlent pas, c'est pas en mode merci pour le oui-non, tu vois. C'est pas, non. C'est un peu réducteur. Les gens savent se tenir. Je le prendrais un peu mal, tu vois. Mais non, en vrai, les gens aiment bien ça. Ce que je te disais, les gens, parfois, ne savent même pas qu'il y a une interview plus longue, quoi. Donc, ce qui est un peu vexant, parce que non, j'ai pas fait que poser des. T'as bossé, oui. Bah, tu vois, les gens sont en mode, parfois, on a même des commentaires de c'est dommage qu'ils développent pas les. C'est un peu court. Ouais, c'est ça, ils développent pas les réponses. Je fais, mais en même temps, ça fait une heure qu'on parle, quoi. C'est un extrait. Ah ouais, ça doit jouer alors. Si c'est l'extrait est plus court que l'émission. Ah oui. Oui, en général, oui, l'extrait. C'est ça le principe. Ok. Ah oui, non, tu t'es pas censé développer. Ah ok. Oui, non, ça, d'accord. Bon, d'accord, je prends. Alors là, on finit la question. Et après, on passe au oui-non. Exactement. Et je sens que t'as hâte du oui-non. Donc on peut aussi sauter la dernière question. Oui, moi je veux le oui-non. Je prends quand même la dernière question avant. Dans le film de Dupieux, il y a un moment donné où la journaliste, donc incarnée par Sandrine Kiberlin, interroge Magali. Magaloche, je crois, comme tu l'appelles. C'est toi qui l'appelles comme ça dans le film. Non, c'est son. C'est son vrai. Ah, c'est son vrai. Oui, c'est son nom de scène. Je suis con. Ouais. Et la journaliste lui demande, mais bon, vous avez, ça fait des années que vous faites ça, vous gagnez très. Bon, elle gagne une fortune, elle fait son truc. Elle dit, vous pourriez arrêter de travailler, qu'est-ce qui vous pousse à continuer ? Toi, de ton côté, avec
toute la diversité, je veux pas dire multicasquette. Est-ce que tu pourrais arrêter de travailler? Alors, avec la somme colossale que tu as dû gagner. Les gens du fisc, ils sont où? Ils sont là. Les gens de Bercy, ils sont là. Avec la somme colossale là, j'ai vu les liasses de billets qui tombaient là quand tu t'es assis. Enfin, bien sûr. C'est un peu intimidant. Non, mais... Que du cash. C'est une vieille règle suisse. De plein de devises différentes d'ailleurs, c'est un peu bizarre. Non, mais plus sérieusement, qu'est-ce qui te pousse là à continuer à faire ce que tu fais? Est-ce que c'est le fait de pouvoir aller sur d'autres terrains? Mais tu me donnes quel âge là? Parce que maintenant ça fait quand même 3 questions. Non mais je sais pas quel âge tu me donnes, mais, on va dire je suis en dessous de 70 pour que... ok, bah, voilà. Je pense qu'on va faire toute l'interview parce que j'avais pas du tout jaugé le truc comme il fallait en fait. Non, qu'est-ce qui me pousse à continuer? Je suis encore en bonne santé. J'ai des bons examens sanguins, un petit peu de cholestérol, mais comme tout le monde. Non, mais tu pourrais te dire, enfin, mais moi je pose la question je trouve la question intéressante dans le film parce qu'il y a ce truc de, enfin, je sais pas, je me pose la question de qu'est-ce qui te pousse à te dire, je vais continuer à faire des choses? Est-ce que c'est l'idée d'apprendre des nouvelles choses? Est-ce que c'est l'idée de t'aimes bien ce que tu fais? Non, j'aime bien l'idée là de me dire, chose que je vais faire bientôt, je vais faire une pause pour. Je me souviens. De Chantal Lobby, que les trois, hein, Chantal Lobby, Alain Chabat et Dominique Farrugia, quand je les ai rencontrés, j'étais sidéré, quoi. Je me dis, ils ressemblent aux nuls, mais c'est pas les nuls. Je sais que les nuls, ils sont dans l'autre pièce. Tu sais, tu regardes des gens que tu as tellement aimé, tellement... Et je me souviens, je lui avais dit, mais pourquoi vous avez arrêté les nuls? Elle m'avait fait une réponse très étonnante. Elle m'avait dit parce qu'on ne vampirisait plus. C'est-à-dire comme un vampire, c'est-à-dire tu prends, tu croques, tu suces, tu dépiotes et t'en fais quelque chose. Et je crois qu'en fait, alors eux faisaient de la parodie, mais je crois que c'est valable pour tout le monde. Donc, et j'avais adoré ce terme, je l'avais trouvé hyper original. Ouais. Et du coup, c'est pas tant est-ce que tu veux continuer, c'est est-ce que tu veux te mettre un peu dans ton coin pour essayer de... c'est plutôt ça qui m'anime, de réfléchir et de me dire, voilà, de quoi... à la suite. Voilà, plutôt que de courir comme un con, de quoi tu veux que les prochaines années soient faites, avec qui, comment, pourquoi. Ouais. Voilà. Et ça, l'IA sera pas forcément de bons conseils pour t'aider. Ah bah l'IA, elle va me dire, reste chez toi, tu n'es qu'une merde. Et tu l'insultes encore, et bref. Après, j'ai l'impression qu'il y a une relation un peu conflictuelle avec ton IA, donc c'est peut-être aussi... Oui, on n'est pas d'accord sur tout. J'ai cru comprendre. Là, c'est quoi tes prochains projets pour cette année? En novembre, donc le 5 novembre, je sors mon 3e film. Que tu réalises? Oui, qui s'appelle T'as pas changé. Et en fait, tout le monde dit toujours ça démarre. C'est un film qui me tient beaucoup à cœur parce qu'évidemment, t'arrives pas en disant tiens, je vous balance cette merde. Voilà. Et non seulement c'est une merde, et en plus j'en ai rien à foutre. Faites attention. Mais il est bien, vraiment, fallait le voir. Non. Parce qu'en fait, ça parle de ce moment du bilan des 50 ans et d'un truc qui il y a eu beaucoup de films sur la bande de copains, mes meilleurs copains, il y en a eu plein. Des films formidables. Et celui-là, j'ai voulu m'intéresser au rapport des gens d'une même classe. Parce que c'est les 30 ans de leur bac. Il y en a un qui décède, ils se retrouvent à devoir se gérer un peu les uns les autres et se faire un peu virtuellement la courte échelle pour aller choper un peu d'air parce que vraiment, ils sont dans des situations de vie très, très, très compliquées. Et c'est avec Laurent Lafitte, Vanessa Paradis, François Damiens, c'est moi. Et j'ai très très hâte de le montrer et voilà, d'emmener ce film. J'espère l'avoir emmené sur un terrain. J'aime bien dire entre rire et boule dans la gorge, quoi. Pas larmes, parce que rire et larmes c'est un peu plombant, mais voilà, que les gens sortent. C'est arrivé en projection et ils me disent bah tiens, je vais aller chercher en rentrant, je vais aller chercher ma photo de classe. Ah ouais, ok, trop bien. Oui, donc il y a un effet un peu nostalgie aussi, qui joue aussi à travers la chose. Donc c'est quoi? C'est le 5 novembre? 5 novembre. Très bien. On suivra tout ça avec plaisir. Bon, pour terminer, je sais pas si t'es au courant, mais on termine cette interview avec un oui-non en général. Ah bon? Qu'est-ce que c'est pas un ni oui ni non, attention. Oui. Là, j'aurais perdu, mais... Mais là, c'est un oui-non. Ça veut dire... Ah oui, c'est l'inverse en fait. C'est complètement l'inverse. Non mais moi je suis... Je dois faire les réponses et je ne peux pas développer. Et tu ne peux pas développer. Je n'ai pas le droit de développer. Ouais. Très bien. Et voilà, tu as le droit de passer évidemment. Qui a créé ce petit jeu? C'est une intervention. Ouais, on était 40 je pense en salle d'écriture pour ce concept-là, je pense. Ouais.
Ouais, c'est un gros travail de. Ah ouais. Ah ouais, non, c'est. Ah, tu vas voir, hein. Les questions, c'est. Bah, j'espère que ça les vaut. Ah bah ça envoie. Hein. Là, c'était des semaines de prépa, je pensais. Des semaines. Tu vas voir. D'accord. Ouais. Très Et bien. tout est- Eh ben, ah, T'as la pression, je pense. Oui. Attends, par contre, j'ai pas de chrono. On est très mal barré. Ouais, parce que c'est en 60 secondes. Ah oui, je t'ai pas dit. Ah oui, il y a un twist en plus. C'était en 60 secondes. Bah, c'est plus sympa. Attends. Bah, Ah bah oui, non, mais alors oui, ça veut dire que tu réponds oui, non sur 60 secondes. Ah Oui, bah c'est pas un oui-non d'une heure. Sinon, ça commence à être un peu chiant. C'est un peu D'accord, compliqué. donc mais oui, tu l'as pas bien vendu ton Non, truc. je l'ai mal vendu, mais c'est 60 secondes, tu ne réponds que oui, non, Oui, non. et donc du coup, t'es pris par le temps et il faut que tu te décides. Exactement. Et je peux passer, tu m'as dit non? Ouais, tu peux passer, ouais. Eh ben, je vais essayer de ne pas passer. De Moi, ne je vais pas passer. rajouter une. Je Très bien. m'interdis de passer. C'est parti. Est-ce que t'étais bon à l'école? La vraie réponse, c'est moyen, donc. Donc c'est moyen. Non plus. Non plus. Est-ce que t'as déjà oublié ton texte sur scène? Oui, Est-ce que t'as déjà regretté une blague? oui, Est-ce que t'as le trac avant de monter sur scène? oui. T'étais populaire au lycée? Non, Est-ce que tu pourrais lancer ta propre chaîne YouTube? non, Tu pourrais vivre une semaine sans ton téléphone? non. Tu te préfères avec ou sans cheveux? Sans, Ah, mais ça marche pas, c'est pas un oui non, ça je suis con. bah oui, c'est pas Ça oui, marche non. pas Alors, non, attends. Est-ce que tu préfères sans cheveux? Est-ce que tu t'aimes chauve? Est-ce que tu aimes cheveux? Ouais, très bien. Oui, J'ai tout foiré. Est-ce que t'as déjà regretté d'avoir joué dans un film? oui, Est-ce que t'as peur que l'IA te pique ton job? non, Est-ce que tu pourrais lancer une application de livraison de croissants? oui, Ok. Est-ce que tu pourrais faire Koh-Lanta? Non. Est-ce qu'on improvise dans les films de Quentin Dupieux? non, Est-ce que parfois t'aimerais redevenir inconnu? Je peux passer. Hein. oui. Est-ce que Enfin, Magaloche, elle est sympa? Non. Très bien. Et dernière question, est-ce que les humoristes français sont les plus drôles? Oui. Très bien. Et humble. Et humble, évidemment. J'aurais dû citer la question suivante. Malheureusement, on n'a pas eu le temps, mais très bien. Et bah écoute, tu t'en es bien sorti. Sauf la première question. La première question, tu l'as bon à l'école, t'étais moyen. T'étais moyen bon. Moyen bon. Ouais. Moyen plus. Ouais, moyen plus. Ouais. Très bien. Écoute, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Ça va, c'est très ça t'a plu? sympa. Ça a été? Beaucoup. Trop bien. Et ben écoute, merci beaucoup et j'espère que de votre côté aussi ça vous aura intéressé. Vu qu'on est sur YouTube et qu'il faut, bah là on est sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, je sais que c'est pas encore le cas, à découvrir le travail de Jérôme. Je sais mais vous le connaissez pas encore, mais j'ai quand même un petit doute là-dessus. On mettra en description tout un tas de choses. Je crois que t'es quand même sur Instagram et tout, t'es quand même sur les réseaux. T'es pas influenceur, mais t'es quand même sur les Oui, réseaux. mais comme j'étais un peu intoxiqué, comme tout le monde, T'as pris du. je les laisse Très bien. à Aurélia qui travaille avec moi. Et ben on mettra quand même tout ça en description. Et puis voilà, n'hésitez pas à découvrir d'autres interviews, je sais que tout ça vous intéresse. Et on se dit à bientôt sur YouTube. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, c'était trop cool.